Si Marisa l'héroïne était devant toi, est-ce que tu la félicites? Est-ce que tu la gifles? Est-ce que tu pleures avec elle? Ah, c'est dur. Je sais pas, je la gifle. Tu la gifles? Pourquoi? Je la gifle. Dis, parce qu'il faut parler, il faut communiquer. Je pense qu'il est amer. L'avocat, je pense qu'il est amer. Parce que, vu l'intrigue, notamment comme dans le roman, on suit une jeune femme noire qui retourne dans sa ville natale, qui est une ville fictive. J'ai créé un univers fictif. Et donc, quand elle retourne dans sa ville, qui est d'apparence tranquille, vraiment une petite campagne, si on peut dire ça, du jour au lendemain, elle reçoit des lettres anonymes qu'elle prend pas au sérieux au début. Elle se dit, bon, bah, c'est sûrement une blague, peut-être d'un proche, voilà. Mais en enquêtant, parce qu'elle est détective privée, en enquêtant, elle se rend compte que, bah, non, en fait, il y a personne dans mon entourage qui pourrait m'envoyer ça. Et jusqu'à ce qu'un jour, elle tombe sur un corps. Donc, ça m'a bloqué pendant 1 mois. J'arrivais pas parce que je me dis, mais ce chapitre était parfait. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai dit, allez, c'est pas grave. Bonjour et bienvenue à tous dans Confidence d'auteur, l'émission où les auteurs se livrent et nous offrent des secrets pour vous encourager à écrire, mais aussi pour découvrir l'univers dans lequel ils évoluent. Aujourd'hui, je reçois une autrice congolaise, écrivaine d'un roman thriller psychologique que je vous invite à découvrir sur Amazon, Le goût du silence, un livre qui va vraiment vous tourner la tête dans tous les sens, vous allez voir comprendre et tout, mais à la fin, franchement, vous allez kiffer. Bonjour Ryan. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, moi je suis très contente de te recevoir. Après avoir lu un tel roman, tu as envie de parler avec l'auteur pour lui poser quelques questions. Et j'espère que le partage de ton expérience va donner aux gens envie de lire ce livre, mais aussi d'écrire des romans, parce que c'est aussi ça le but des romans, des livres, c'est aussi ça le but de l'émission, que nous puissions allumer chez certaines personnes cette flamme de l'écriture. Donc on va sans plus tarder commencer avec la première rubrique, défraîchage. R.L. Sona. On te connaît sous le nom d'auteur R.L. Sona. Est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas? Alors, donc R.L. Sona, mon prénom c'est Ryan. Oui. Donc on m'appelle Ryan et je suis écrivaine, mais à côté je suis aussi consultante en marketing digital et chef de projet. Donc j'accompagne des entrepreneurs et artistes à mieux structurer leur organisation, à communiquer sur leurs projets et leur business. Et après l'écriture, en fait, c'est venu du fait que je suis une grande lectrice depuis toujours. Et avant de me lancer dans l'écriture, je voulais partager d'abord mes lectures, ce qui fait qu'en 2017, j'ai créé un blog littéraire qui s'appelle Un mot à la fois. Après, en 2021, j'ai lancé un podcast du même nom. Et après là, tout récemment, en septembre, j'ai lancé un club de lecture, pareil, Un mot à la fois, pour les fans de thriller et polar. Super. Qui est mon genre de prédilection, même si à côté je lis aussi de la romance. Mais voilà, j'aime beaucoup les thrillers parce que ce qui me fascine notamment, c'est la psychologie humaine, c'est de comprendre derrière ce qui motive les personnes, pourquoi certains criminels notamment brillent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Et c'est ce qui m'a amené à écrire mon premier roman, Le goût du silence, qui est sorti du coup en octobre 2025. Waouh, génial. Une femme multicasquette, une femme amoureuse de la lecture, tout ce qu'on aime. Ton roman s'intitule Le goût du silence. Alors, il a quel goût le silence? Il est sucré, salé, amer? Il est amer. L'avocat, je pense qu'il est amer parce que vu l'intrigue, notamment comme dans le roman, on suit une jeune femme noire qui retourne dans sa ville natale, qui est une ville fictive. J'ai créé un univers fictif. Et donc, quand elle retourne dans sa ville, qui est d'apparence tranquille, vraiment une petite campagne, si on peut dire ça, du jour au lendemain, elle reçoit des lettres anonymes qu'elle prend pas au sérieux au début. Elle se dit, bon, bah, c'est sûrement une blague, peut-être d'un proche, voilà. Mais en enquêtant, parce qu'elle est détective privée, en enquêtant, elle se rend compte que, bah non, en fait, il y a personne dans mon entourage qui pourrait m'envoyer ça. Et jusqu'à ce qu'un jour, elle tombe sur un corps dans le parc de sa ville, qui est une ville censée être tranquille. Waouh. Donc voilà, c'est là que se déroule l'intrigue. Elle doit essayer d'élucider le mystère des lettres qu'elle reçoit et aussi de ce corps, de savoir pourquoi on a tué quelqu'un là et
pourquoi elle reçoit ces lettres, est-ce que les deux incidents sont connectés ou pas, on ne sait pas, elle ne sait pas. Donc voilà en gros l'histoire, et du coup, au fur et à mesure, elle découvre des secrets dans sa ville, est-ce qu'elle peut les révéler, est-ce qu'elle doit les garder? Du coup, d'où le thème du silence, et quel va être son choix à la fin. Donc voilà, le silence est un peu amer. Justement, tu venais de dire que le personnage principal est une femme noire. Pourquoi as-tu fait ce choix-là d'une femme, en plus détective privée? Au début, elle n'était pas détective privée. J'ai fait le choix d'une femme, je pense, assez naturellement. Comme je suis une femme, j'avoue que je me suis pas posé la question d'écrire sur un homme. Après, la particularité de mon roman, c'est qu'il y a plusieurs narrateurs principaux. Notamment, il y a 6 ou 7 narrateurs, dont des hommes. Donc, il y a des fois, dans certains chapitres, j'entre dans la tête d'hommes, mais je voulais vraiment que l'intrigue soit centrée sur Marisa, la femme, parce que je suis fan de thrillers psychologiques moi-même, et aussi de séries policières. Et du coup, dans les séries policières que je regardais quand j'étais plus jeune, il y avait des femmes détectives, et j'aimais bien en fait qu'elles aient ce lead aussi. Les femmes, souvent on est assez curieuses, du coup je pense que ça bande bien avec ce rôle de détective. Marisa, c'est ce qu'elle est, hein. Elle est une jeune détective, parce qu'avant elle était psychologue, et du coup quand elle rentre chez elle, elle devient détective dans l'agence de son père, parce qu'elle travaille avec son père. Et donc il y a ce côté où c'est dans sa personnalité, et en même temps, elle apprend un peu le métier. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi une femme détective. Wow. Parler de Marisa, de son père, est-ce qu'il y a d'autres personnages principaux que tu voudrais qu'on puisse découvrir? Oui, donc on va avoir son père. Marisa a grandi, elle a perdu sa mère très tôt. Et donc son père l'a élevée avec l'aide d'amis proches. Donc on a son père qui est aussi un personnage principal, qui est narrateur aussi. On va avoir sa meilleure amie qui s'appelle Apple. J'aime beaucoup son prénom. Je ne sais pas pourquoi ça m'était venu comme ça. On va avoir sa meilleure amie qui est un personnage aussi assez intéressant, je trouve. On va aussi avoir le tueur. On est dans la tête du tueur. On découvre son identité en même temps que Marisa. Donc voilà, c'est aussi le petit jeu avec les lecteurs et lectrices de découvrir qui c'est. Donc on a le tueur, son point de vue. On va aussi avoir Lucas, c'est un personnage un ami d'enfance de Marisa, mais ils sont plus proches. Du coup, essayer de comprendre pourquoi. Mais on entre dans sa tête, mais pas beaucoup. Il a quelques chapitres à lui. On va aussi avoir Tony, qui est le meilleur ami du père de Marisa, le meilleur ami de Jackson, qui est policier, parce que voilà, il y a aussi un lien avec la police derrière. On a aussi un personnage, je vais le dire, c'est mon personnage préféré. Ah oui. Je vous laisserai découvrir, mais je pense pas que vous saurez pourquoi, mais bon, c'est mon personnage préféré, je me suis beaucoup amusée à l'écrire, et il me fascine. J'étais tellement à fond sur lui que je me disais, mais je devrais écrire l'histoire que pour lui. C'est vrai. Il s'appelle Nicolas Baker, c'est le maire de la ville. Et du coup, on entre dans sa tête aussi, parce que le maire de la ville, c'est un personnage qui n'est pas tellement central. On l'évoque parfois parce que c'est une petite ville, et la mairie et la police, il y a quelques magouilles, on ne sait pas trop quoi. Donc il y a ce personnage-là il y a quelques chapitres dans sa tête. Voilà. En gros, et puis il y a d'autres personnages secondaires qui évoluent autour d'eux. Et t'as oublié peut-être Patrick? Oui. Oui, t'as raison. Patrick, oui, c'est vrai. C'est un trio avec Marisa et Apple. Ils sont amis depuis le lycée. Et voilà, pareil, c'est un personnage qu'on ne voit pas beaucoup, mais voilà, il fait ses petites apparitions sympathiques. Oui. Patrick, le professeur de dessin. Oui. Une question qui revient souvent, comment on fait pour choisir ses personnages? Et toi, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait justement pour choisir tes personnages? Comment tu es arrivé à choisir comment tu es arrivé à choisir tes personnages? D'abord, je les ai créés autour de l'histoire. Moi, j'ai eu l'histoire avant les personnages, et même avant le genre. Je savais pas que ça allait être un thriller ou un policier. À la base, je suis partie sur j'ai envie d'écrire l'histoire d'un tueur en série. C'est pas très gay.
Mais sur la partie psychologie, dans mon roman, on voit pas beaucoup de sang, on voit pas. Je suggère beaucoup parce que ce qui m'intéressait moi, c'était de comprendre en fait ce qui se passait dans sa tête. Donc tout est parti de là. Après, ça dévie parce que le personnage principal c'est Marisa et ses proches. Et le tueur en série, en fait, il est là parce qu'il sert l'intrigue. Mais en fait, on n'est pas tant centré sur lui finalement. Et du coup, j'ai décidé, au début, c'était ça. Et après, quand l'idée a dévié pour développer un peu plus l'histoire de Marisa, je me suis dit, OK, qui évolue autour d'elle? Il va avoir son père, le meilleur ami de son père et sa femme, sa meilleure amie. OK, ils vont être là, mais... je voulais pas faire juste des personnages faire valoir juste c'est sympa d'avoir un meilleur ami, c'est sympa. Et du coup je me suis dit dans la construction des personnages je veux créer aussi leur histoire. Donc en fait j'ai fait un gros travail, mais ça c'était bien après, j'avais déjà commencé à écrire et je me suis rendu compte que non, tu fais pas dans le bon sens. Je suis revenue en arrière et du coup j'ai fait un gros travail pour chaque personnage principal, quelle était leur histoire, leur passé, leur personnalité, les choses auxquelles ils sont attachés, les choses qu'ils détestent, qu'ils aiment. Pour chacun de mes personnages principaux, j'ai fait ça, même si tout ne transparaît pas dans le roman, parce qu'on reste quand même centré sur Marisa et son enquête. Ça m'a permis, du coup, quand j'étais à leur chapitre, de pouvoir entrer dans leur tête et d'écrire selon leur fonctionnement. Et pas juste d'écrire comme Marisa pensait, parce que là c'est pas Marisa, là c'est Apple, ou là c'est Tony, ou là c'est Jackson. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre les personnages de ton livre, ton intrigue plutôt, et des faits réels, ou c'est vraiment de la science-fiction pure et dure? Pas tellement. Ce qui m'a inspiré l'histoire, c'était à l'époque, comme je regardais beaucoup de séries policières, c'était, je regardais une série avec ma mère et là je me suis dit mais comment on peut agir comme ça? Et du coup c'était un tueur en série. Et ce qui fait que je me suis intéressée aux tueurs en série qui ont existé dans l'histoire, notamment aux États-Unis, il y en a pas mal. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Serial Killers, qui, en fait, racontait l'histoire du tueur en série, mais il revenait en arrière pour raconter son enfance, comment il a grandi, qu'est-ce qui s'est passé, comment il était perçu par ses voisins, etc. Et en fait, ça me fascinait. Et à chaque fois, je voyais toujours des mécanismes similaires. Et on va dire du coup que c'est tiré à la base, c'est de la fiction, mais voilà, je me suis quand même inspirée aussi de ces quelques faits réels. Après, sur le quotidien même des personnages, bien sûr, je m'inspire de ce que je vois autour de moi. Il y a certains détails que j'ai même dû prendre pas de mes proches, mais voilà, de personnes que je croise et tout, que j'ai insufflé. Donc, il y a un peu des deux, mais c'est beaucoup de la fiction quand même. D'accord, super. Voilà, vous avez un peu découvert l'univers de R.L. Sona. Je vous invite vraiment à aller sur Amazon, acheter son livre, Le goût du silence, qui va vraiment vous donner envie d'aller découvrir et d'aller comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête de ces psychopathes qu'on rencontre un peu partout. Et qui, j'espère vraiment, va vous plaire. Donc, n'hésitez pas aussi à la suivre sur ses réseaux sociaux. Sur Instagram, vous tapez rlsona.autrice. Vous tombez sur son Insta. N'hésitez pas à lui laisser des commentaires sur Amazon. N'hésitez pas à lui envoyer aussi des messages pour l'encourager, parce que c'est un travail de titan qu'elle a réalisé là. Et donc, elle mérite vraiment d'être encouragée. Nous allons sans plus tarder passer à la deuxième rubrique, Allons en eau profonde. Allons en eau profonde. Alors, la première question que j'ai à te poser, c'est comment tu es arrivé à structurer ton enquête? Alors, je suis partie, j'avais mon idée de base, donc les lettres anonymes. Et après, je voulais vraiment, comme dans un bon thriller, qu'il y ait des sous-intrigues, que voilà, parce que si c'était juste l'histoire principale, je sais pas, en 100 pages, c'est fini, quoi. Donc, voilà. Et je me suis beaucoup aidée de conseils d'autres auteurs, autrices que j'ai trouvés en ligne. Notamment, je suis beaucoup, il y a une académie d'écriture qui s'appelle l'ICAR, ils ont un podcast aussi, que j'écoute, j'ai leur newsletter, je les suis partout. Il y a une autre autrice aussi qui m'a pas mal inspirée, qui aussi a créé son académie pour aider les écrivains, qui s'appelle Margot de Seine, qui elle écrit c'est de la fantaisie, non c'est pas de la fantaisie,
Mais voilà, pour un public un peu plus jeune, une sorte de dystopie si je dis pas de bêtises. Donc pareil, elle donne pas mal de conseils que j'ai suivis. Il y a Cyril Destocky, je crois que pareil, je suivais sur YouTube. Et j'avais acheté un livre que j'ai pas terminé de lire, mais qui aide à écrire un scénario, qui s'appelle L'anatomie du scénario. Super. De John Truby, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, en fait, il y a toujours les mêmes schémas narratifs. Ok, écrire un roman et écrire un scénario, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pareil. Mais il y a quand même les mêmes schémas narratifs qu'on retrouve. Et du coup, j'avais bien aimé, il a une méthode en 7 étapes. Si je dis pas de bêtises, qui m'avait aidé à construire, à structurer en tout cas mon roman, avec notamment il y a la prémisse, l'élément déclencheur, le climax, la résolution après. Il y a même une partie qui s'appelle, j'ai pas le terme exact, mais en gros, c'est le faux espoir. Il y a un moment où dans le récit, on a un espoir que le personnage va s'en sortir et paf, non, parce que c'est pas la fin en fait, c'est une fausse fin. Et du coup, en fait, tout ça, ça m'a aidé à structurer mon roman et notamment à poser les grandes étapes du roman avec les principaux événements qui devraient se passer. Et ça, j'ai écrit et après, à l'intérieur, je mets pour qu'il y ait un peu de vie parce que je voulais vraiment que ce soit une histoire, pas juste le crime, parce que ce sont des personnages ordinaires à qui il arrive des choses un peu extraordinaires. Et du coup, il faut aussi voir leur quotidien, comment les interactions notamment entre les personnages, ce qu'ils font au quotidien, les lieux qu'ils fréquentent, voilà. Tout ça pour animer le récit et qu'il soit plus crédible parce que c'est pas tout le monde qui tombe sur un corps dans un parc et comment on réagit quand on tombe sur un corps, voilà. Donc c'est ça qui m'a aidée et après du coup j'ai structuré chapitre par chapitre, ce que je faisais pas au début. Quand j'ai commencé à écrire, j'y allais vraiment, ok, j'ai mon idée, je sais de quoi ça va parler, je sais comment ça va se terminer à peu près, je savais pas tout à fait, et j'y vais. Et je bloquais fatidiquement au chapitre 5. Ça, c'est un truc qui m'arrivait tout le temps. Jusqu'à ce que je comprenne que moi, il y a différents types d'auteurs, d'autrices. Moi, je suis pas ce genre qui écrit au feeling. Moi, j'ai besoin de structure. Et j'aurais dû le savoir parce que même dans ma vie professionnelle, en dehors de l'écriture, c'est mon métier. J'ai des gens à s'organiser. Donc moi, j'ai besoin de structure. Et du coup, pour mon roman, au début, je l'avais pas fait. Et une fois que j'ai fait ce travail, ça a été beaucoup plus facile d'écrire. Et j'ai rarement souffert de ce syndrome de la page blanche. Parce qu'en fait, je savais à chaque chapitre ce que je devais écrire. Voilà, j'avais le thème principal du chapitre et après bien sûr ça venait aussi avec l'inspiration. J'écrivais pas point par point ce que je dois dire là, mais au moins une idée globale et après ça venait. Et là tu m'arraches un peu les mots de la bouche parce que c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes que j'accompagne dans l'écriture. C'est bien d'avoir une structure, c'est bien de fixer les chapitres. Après c'est vrai qu'il y a des auteurs qui écrivent au fil de l'eau, l'inspiration vient comme ça et après ils structurent. Mais je trouve que c'est quand même important de faire cette structure et toi tu viens de nous confirmer et ça permet aussi de limiter ce syndrome de la page blanche, j'allais dire l'imposteur, la page blanche, et du coup ça encourage les personnes qui ne veulent pas faire de plans et de chapitres à le faire. Donc ma prochaine question d'ailleurs débouchait sur ça, comment tu arrivais justement à débloquer quand tu étais limité par rapport à un chapitre, mais tu as répondu. Donc je vais en poser une autre. Est-ce que tu as écrit ton roman sur une seule période ou ça a été séquentiel? Ça a été séquentiel. Je vais te dire la vérité, ça fait très longtemps que j'ai commencé à écrire ce roman. La première fois que j'ai eu l'idée, j'étais au lycée. Waouh! Il y a plus de 10 ans. Waouh! Ça fait très très longtemps. Et en fait, quand j'ai commencé à l'écrire, comme je le disais tout à l'heure, je me suis jamais dit je vais être écrivaine. Ça n'a jamais été un rêve de me dire. Moi, j'étais lectrice, ça m'allait très bien. Moi, j'aimais lire les autres, je m'éclatais. Et je me sentais pas en mode demain c'est moi qui vais écrire des livres, pas du tout. Et en fait l'histoire s'est vraiment imposée à moi et j'étais au lycée. Et donc quand l'histoire s'est imposée à moi, à ce moment-là je passais en terminale et j'étais en terminale scientifique. Je faisais un bac S à l'époque. Et moi je suis pas du tout scientifique, hein, ça se voit. Je suis littéraire, mais bon, Tu t'es retrouvée en terminale scientifique. C'est parce que je suis têtue, mais c'est une autre histoire. Mais du coup, j'arrive en terminale et je m'ennuie profondément en cours.
Et du coup, ce que je faisais en cours, c'est qu'au lieu de suivre mes cours de maths, de physique, j'écrivais. Ne faites pas ça, les élèves. Ne faites pas ça. Donc j'écrivais cette histoire, j'écrivais sur mes fiches de révision. L'autre fois, je suis tombée dessus, je les ai toujours à la maison. J'écrivais du coup sur mes fiches de révision. Et en fait, j'écrivais selon ce qui me venait, quoi. Donc j'avais l'histoire de ce tueur en série et du coup Marisa à l'époque elle s'appelait pas Marisa, à l'époque j'étais au lycée donc elle était au lycée aussi, tu vois, j'étais pas, alors qu'aujourd'hui Marisa c'est une femme de 27 ans qui travaille, voilà, à l'époque elle était au lycée, son père il avait le même prénom, Apple aussi s'appelait Apple, il y a que Marisa qui a changé de prénom, elle a évolué avec toi du coup. Exactement, et du coup bah voilà j'écrivais et vraiment j'écrivais juste, j'étais en mode il faut que je sorte cette histoire de ma tête. Et j'avais même pas forcément envie de publier ni rien. J'en parlais à personne. Personne dans mon entourage savait que j'écrivais. Bon, ma mère, elle savait que j'étais toujours la tête plongée dans mes bouquins, mais tu vois, sans plus. Et j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux. Je crois que là, on était vers... après le Covid, fin 2020, 2021, j'ai commencé à prendre ça vraiment au sérieux et là, j'ai commencé à avoir l'idée, en fait, j'ai envie de publier ce roman. J'ai envie vraiment qu'il prenne vie. Et à l'époque, j'étais salariée, j'étais en CDI à temps plein et du coup, j'écrivais quand j'avais le temps, quoi, ou quand je me posais. Ce qui fait que j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire et avec des coupures. Et si on compte en tout et pour tout, on va dire vraiment où j'ai vraiment écrit, j'ai mis 3 ans. Sur ces 10 années, j'ai mis 3 ans. Et en fait, après, quand j'ai vraiment pris au sérieux que non, je vais vraiment écrire et je vais publier, là, bon, j'ai eu des obstacles aussi, mais vraiment, je me suis mis des routines en me disant, ok, là, il faut que j'écrive. J'ai essayé de me dire, il faut que j'intègre l'écriture à mon quotidien. C'est pas juste un passe-temps comme ça, c'est moi, c'est ma passion, et je veux qu'elle devienne réalité. Et du coup, ça a quand même été long aussi, mais ça a porté son fruit. Wow. Je pense que je vais laisser la place à RL Sonal pour devenir enseigner de venir coacher les personnes que j'accompagne parce que voilà, tu donnes des clés tout simplement dans l'écriture, des clés qui fonctionnent. Les routines, c'est tellement important quand on veut écrire, quand on veut surtout terminer son livre. Donc voilà, prenez tous ces précieux conseils, appliquez-les, franchement, vous allez terminer avec un magnifique livre comme RL Sonal. Alors, j'ai une autre question. Dans le livre, on retrouve un avertissement où tu dis que, ou même à la fin, je ne sais plus, où tu dis que tout le monde ne va pas forcément être... le livre ne plaira pas forcément à tout le monde. Est-ce que dans la rédaction de tes passages, de tes chapitres, tu as eu ce désir de choquer un petit peu ou à l'inverse, cette peur de choquer? Comment ça se passait? Je pense peut-être la peur de choquer. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait le choix de pas être non plus hyper explicite. Mon but c'était vraiment pas de montrer la routine du tueur, comment il tue les personnes et tout ça. Bon, voilà. Et je voulais pas forcément montrer du sang, mais je me suis quand même posé la question. J'aborde quand même des thèmes qui chez certains, pour moi, je suis rarement choquable. Donc voilà, je suis très rarement choquable. Je te disais, j'écoutais des podcasts de serial killer quand je bossais. Donc bon, mais dans mon entourage, je sais par exemple, j'ai des personnes qui me disent c'est pas contre toi ou quoi, mais je pourrais pas lire ton livre parce que moi les thrillers et tout, ça me fait peur. J'ai mon cousin, il m'a dit, je te soutiens de tout mon cœur comme tu veux, mais ma chérie, ton livre il fait peur. J'ai envoyé la couverture, il me dit, mais pourquoi ta couverture elle fait peur? Et du coup, en fait, c'est en pensant à ce genre de personnes, c'est pas forcément, moi, vu que je suis rarement choquable, j'essaie de me mettre à la place d'autres. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, peut-être que pour moi, des choses qui me semblent banales, pour d'autres, ça a choqué. Donc, j'ai préféré mettre un avertissement au début en disant que voilà, il y a quand même des termes. Je parle de, il y a du harcèlement, il y a des mentions de drogue parce qu'il y a des enquêtes de police aussi à côté. Il y a des meurtres, des disparitions. Donc, ça peut effectivement choquer certains. Donc, j'ai préféré prévenir. Et après, il y a un moment donné, bon voilà, on suit la routine du tueur, même si on voit pas tout.
je suggère, les personnes qui ont une imagination très développée peuvent imaginer tout ce qu'elles veulent. Et du coup, ça a un peu choqué. Donc, oui, c'était plus une peur qu'une envie de choquer. Une envie de choquer, ouais. D'accord. Dans ton roman, tu alternes tension psychologique, tu as parlé de drogue tout à l'heure, on a des drames familiaux aussi, enfin, parfois il y a des scènes de drames familiaux, il y a des lettres anonymes. Comment tu fais pour ne pas noyer le lecteur avec toutes ces informations? Ça a été très difficile. Justement parce qu'au début je me disais je veux qu'il y ait des sous-enquêtes, des sous-intrigues, mais pareil, bah oui, il faut pas noyer le lecteur, il faut pas qu'on perde en vue la quête principale qui est de découvrir qui est l'auteur des lettres. Mais en même temps, vu qu'il y a d'autres personnages qui ne sont pas concernés, parce que le goût du silence, Marisa, elle reçoit ses lettres, mais elle garde le silence. Donc, du coup, vu que les autres personnages ne sont pas censés être au courant de ces lettres, bah, il faut qu'ils vivent. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de mettre des sous-intrigues, et des sous-intrigues aussi qui permettent d'expliquer l'histoire des personnages. Parce que je voulais vraiment que ce soit au fur et à mesure, et non pas qu'on entre et voilà, on a le CV de chaque personnage. Je voulais que voilà, ça vienne au fil du temps. Et une fois, on m'a envoyé un message pour me dire on sait que la mère de Marisa est morte au début, voilà. Et une fois, on m'a envoyé, je sais pas si ça se passe ou pas, une fois, on m'a envoyé un message pour me dire attends, comment ça, assassiner? J'ai dit parce que je le dis pas au début, c'est en fait au fur et à mesure, je dévoile des pans de son passé. Et du coup, cet extrait, ça me dit attends quoi? Mais je croyais que sa mère elle était morte de maladie, d'un cancer. Bah oui. Non, pas du tout. Je dis, moi, les morts dans ce livre ne sont pas anodines. Tout est lié. Et du coup, voilà. Donc, j'ai vraiment voulu, en fait, qu'il y ait tout ça pour construire les personnages et l'attachement aussi envers ces personnages, qu'ils ne soient pas juste là pour résoudre une quête, mais vraiment qu'ils aient une vie à côté de cette intrigue principale. Et après, ce qui m'a aidé aussi à couper, c'est les retours de mes bêta-lectrices. Parce que quand j'ai écrit et que j'ai terminé, après j'envoyais à des bêta-lectrices et qui du coup me faisaient des retours pour, voilà, qui m'ont alerté en me disant bah peut-être que là en fait j'ai trop développé un élément qui n'était pas si important que ça. Certaines intrigues, on m'a dit mais moi je croyais que c'était ça et tout. J'étais là mais pas du tout. Mais c'est ma faute parce que j'en ai trop parlé, qui a donné l'impression, qui a mis sur une fausse piste mes lectrices. Et du coup ça m'a permis de modifier, d'ajuster. Ouais, super. Eh ben, elle vient encore de nous donner une clé. Les bêta-lectrices, c'est important quand on écrit un livre. N'hésitez pas à faire relire votre livre par des personnes de confiance, parce qu'il ne faut pas qu'on vous vole votre histoire aussi. Faites appel à des personnes de confiance, mais surtout, ne publiez pas votre livre comme ça, parce que surtout quand on écrit un roman, il y a souvent des incohérences, on ne s'en rend pas compte, il y a souvent des incohérences, donc c'est bien de se faire relire par un bêta-lecteur ou des bêta-lectrices. Donc nous allons passer à la troisième rubrique, pour le meilleur et pour grandir. R.L. Sona. Quand on écrit un thriller psychologique, on plonge un petit peu dans des zones sombres, parce qu'on le voit dans le roman. Est-ce que ça laisse des traces sur ta vie personnelle? Est-ce que toi-même, parfois, quand tu marches dans la rue, tu as peur d'être traqué ou pas? Non. Personnellement, comme je disais, je suis rarement choquable. Et j'avais l'habitude, tu vois, je le fais pas, mais je pourrais être le genre, tu sais, il y a des personnes qui s'endorment avec des émissions de true crime. Bon, moi, je le fais pas. Mais par contre, j'écoutais beaucoup de podcasts de serial killers où vraiment, là, on décrivait comment ils se... Et à l'époque, quand j'écoutais ça, je bossais en entreprise. Et moi, j'avais mon casque là. Mes collègues devaient se dire, écoute sa musique et tout, pendant qu'elle tapait furieusement sur le clavier. Mais moi, j'écoutais comment les tueurs ils procédaient. Donc, en fait, il y a rarement de choses qui me font peur. Pareil, j'ai très tôt vécu seule. Du coup, ouais, j'ai jamais eu peur. Je sais, j'ai des amis qui me disent mais comment tu fais et tout. C'est pas quelque chose, voilà. Et du coup, même regarder des films comme ça sur des tueurs en série, ou j'écoute même en livre audio tellement, ça va pas. Ça me fait pas, voilà. Donc, laisser des traces en soi, non. Non.
Non. Oui, je réfléchissais maintenant. Parce que moi, je suis sûre, je serais devenue parano. J'aurais vu les personnes dans le métro, je me serais dit, mais est-ce que... Non, mais moi, je sais que... Non, ça aurait développé une paranoïa chez moi. Ouais. Après, ça n'a pas forcément développé... Mais tu vois, par exemple, vu que je sais que c'est de la fiction, ça ne me touche pas. Mais par contre, je vais apprendre des vrais faits dans la vie réelle, ça va me choquer à un point, alors que ce que je lis est pire. Mais parfois, des trucs tout simples. Tu vois, parfois, quand on entend les faits divers, un tel père de famille a tué toute sa famille, mais ça me choque. Mais je me dis, mais comment quelqu'un peut faire ça? Parce que pour moi, c'est censé être faux. C'est censé être fictif. Du coup, c'est plus dans ce sens-là que me faire peur moi-même perso. Okay. Ouais. Eh ben. Alors, si tu devais donner 3 conseils ultra pratiques à une femme qui veut écrire son premier roman, qu'est-ce que tu lui dirais? 3 conseils pratiques. Tout d'abord, de ne pas se mettre des barrières, de ne pas se dire que tout a déjà été écrit, qu'est-ce que je vais apporter? C'est vrai, tout a déjà été écrit. C'est toujours les mêmes schémas narratifs, mais chaque histoire est différente en même temps. Quand on regarde bien les livres, les films, les séries, à chaque fois, il y a toujours, quand on analyse bien, il y a toujours les mêmes schémas narratifs, mais l'histoire, elle va être racontée de manière différente selon la personne. Donc, si on a une idée, on se dit pas, ouais, mais il y a déjà 10 000 personnes qui ont écrit dessus. Non, vas-y. Écris ton histoire. Si c'est vraiment quelque chose qui t'anime, que tu as besoin de sortir, écris-la. Après, le deuxième conseil, ce serait de se faire accompagner. Parce que souvent, on pense, et c'est vrai, d'un côté que l'écriture est un exercice solitaire. C'est vrai, mais ça n'a pas à l'être. Faut pas hésiter à s'accompagner, à demander. Moi, je sais que c'était un choix personnel. Je n'en avais pas forcément parlé à mes proches que j'écrivais. La plupart l'ont su quand j'ai terminé, quoi. Et là, j'ai dit, bon, bah, j'ai écrit un livre. Ils étaient là, ah! Mais pour autant, on a quand même besoin d'être accompagné, d'avoir du soutien. Si c'est pas nos proches, ça peut être d'autres personnes qu'on va rencontrer en ligne, d'autres auteurs, autrices qui sont passés par là, à qui on peut demander des conseils, d'autres lecteurs, lectrices. On parlait de bêta lecture tout à l'heure. Bah oui, de pas hésiter à faire appel à des personnes. En plus, dans le milieu du livre, il y a les deux côtés. Il y a des gens qui sont hyper bienveillants, tout comme moi. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai de la chance, j'ai rencontré que des personnes bienveillantes. Donc, quand j'ai besoin et tout, j'envoie un message, je demande. J'ai toujours, même si c'est une personne, mais une personne, c'est beaucoup. Donc, ne pas hésiter à se faire accompagner. Et un troisième conseil, ça va être aussi... de se faire confiance et d'être discipliné. Ça, c'est hyper difficile. Moi-même, je dis que mon métier, c'est l'organisation et tout, mais voilà, je ne suis pas non plus psychorigide. Il y a des fois où je procrastine, j'ai pas envie, mais que quand on a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, comme écrire une histoire, bah, ok, il va y avoir des hauts et des bas. Je vous ai dit, j'ai mis 10 ans à écrire cette histoire, mais il faut pas lâcher. Et à un moment donné, il faut se mettre des coups de pied aux fesses et se dire, bon, bah, j'y vais. Parce que personne ne va le faire à ma place. Et ça sert à rien d'aller envier les autres en disant, ah, mais un tel a réussi. Oui, mais qu'est-ce qu'un tel a de plus que toi? Donc, croire en soi, même quand c'est difficile, et être discipliné. Il y aura des hauts et des bas, mais... Avec un peu de discipline, on y arrive. On y arrive, ouais. Est-ce que écrire ce livre t'a coûté quelque chose de fort, de précieux? Est-ce qu'il y a eu un prix à payer? Des heures de sommeil. Des heures de sommeil. Quel autre prix à payer? Je dirais pas que c'est un prix à payer, mais d'accepter de lâcher prise. Parce que du coup, bah, ça fait 10 ans que je vis avec cette histoire. Et à un moment donné, bah, là, en fait, l'histoire ne m'appartient plus totalement. Et du coup, d'accepter que bah, les personnes qui me lisent l'interprètent comme elles veulent l'interpréter, vu qu'elles n'ont pas toute ma structure, elles n'ont pas mes fiches perso, elles n'ont que ce que j'ai écrit là. Donc, je pense que ça peut être ça, le prix à payer. Après, d'un côté pratico-pratique, moi, j'ai fait le choix de l'auto-édition. Et du coup, quand tu t'auto-édites,
tu supportes tous les coups, quoi, tout, que ce soit au niveau moral, même physique, parce que tu donnes, et financier. Il y en a qui font des campagnes Ulule, notamment, pour se permettre de financer. Moi, je l'ai pas fait. Donc, j'ai tout fait de ma poche, et ça, il faut être prêt à l'accepter aussi. Donc, ça peut être un coup aussi. Tout à fait. Et est-ce qu'en écrivant ce livre, il y a quelque chose que tu as appris sur toi-même? Ou des choses que tu as appris sur toi-même? Oui, je pensais pas être créative. Wow. Parce que pour moi, avant, la créativité, c'était... j'ai des frères musiciens, donc pour moi, mes frères, ils composent. J'ai un frère pianiste, il compose. Voilà. Pour moi, c'est un créatif. Qui dessine, pour moi, ce sont des créatifs. Qui font de la peinture, etc. Je pensais vraiment pas être créative, quoi. Et c'est en écrivant, en fait, que je me suis rendu compte que si... Et quand on me dit, mais ton imagination... Je pensais pas que j'avais une imagination. Débordante. Je pensais pas. Je me disais, non, je sais pas, moi. On m'a déjà dit, mais tu as des idées là, où ça vient tout? Et oui, donc j'ai découvert que j'étais créative. Quoi d'autre? Pareil, je pensais pas que j'étais persévérante. Parce que de base, c'est une qualité que je continue à travailler, c'est la patience. Mais de base, je suis une personne très impatiente. Et en fait, j'ai découvert que j'étais persévérante et que quand ça n'arrive pas toujours, même quand j'ai envie d'abandonner, j'abandonne pas très vite finalement. Donc ça, j'ai appris ça sur moi aussi. Super. Oui, je pense que c'est principalement ça. Tu parles de persévérance, de patience. Tu nous fais attendre pour le deuxième tome, parce qu'il y a un deuxième tome qui doit arriver. Alors, jusqu'à quand devons-nous attendre? Je vous dis en avant-première ici, parce que je l'ai dit encore nulle part, mais du coup, j'ai commencé, je suis vraiment encore à l'étape 0, étape 0. C'est déjà bien. Oui, donc et j'ai prévu de faire ça pour commencer à écrire, pas de le sortir. Je suis loin. Début 2026. Si tout va bien en janvier, je commence à écrire. Donc là, je suis dans la phase de préparation parce que c'est une suite du Goût du silence. Même si ça pourrait s'arrêter là, mais bon. Et c'était fait exprès, c'est pas un hasard. Il y a des lectrices qui m'ont contacté pour me dire, mais attends, je me pose encore des questions là. J'ai terminé, mais j'ai encore plein de questions et tout. Et je suis là, ne m'en veux pas, ça va venir. Et c'était fait exprès, je pouvais pas tout résoudre dedans. Il y a trop de choses. Il y a notamment des sous-intrigues avec Apple. Il y a des trucs qui se passent et tout avec ses clients. C'est pas trop. Donc il faut résoudre ça. Il y a des conflits. Il y a un conflit entre Marisa et son ami d'enfant Lucas. On same pas pourquoi ils se sont fight et tout. Il faut résoudre ça. Il y a la mort de sa mère. Donc il y a plein de sous-intrigues encore à résoudre. Qui vient dans 2022 et c'était fait exprès. Mais du coup, oui, même si c'est une suite, j'ai quand même besoin de préparer et notamment aussi ce qui me tient vraiment à cœur. Comme c'est un thriller psychologique, c'est l'impact psychologique des événements du Goût du silence dans la suite. Marisa, qu'est-ce qui s'est passé après sa rencontre avec le tueur? C'est quoi la suite? Le Goût du silence, est-ce qu'elle a parlé? Est-ce qu'elle n'a pas parlé? Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est vraiment de construire tout cet impact psychologique après le Goût du silence. Comment les personnages ont évolué, parce qu'ils ne peuvent pas rester tels qu'ils sont après ce qui s'est passé. C'est ça. On a hâte de lire ce tome 2. Bientôt, j'espère. Et du coup, une dernière question avant de passer à la prochaine rubrique. Si on évoluait dans, je ne sais quoi, 5 ans, 10 ans, quel souvenir tu voudrais que les lecteurs gardent de Marisa? Quel souvenir je voudrais qu'ils gardent-elle? Que c'est un personnage dans lequel on pourrait se reconnaître, notamment tout à l'heure tu m'as demandé pourquoi une femme détective. Voilà, j'ai aussi voulu mettre ce côté, souvent chez les femmes et notamment les femmes noires, on a tendance à vouloir être des guerrières et tout. Marisa, c'est pas une guerrière, mais elle a quand même cette tendance à vouloir tout gérer toute seule, à taire certaines choses en se disant voilà,
je veux pas que mes proches ils souffrent de ça, donc je m'en occupe toute seule et blablabla. Alors qu'elle a tout un système de support à côté sur lequel elle pourrait s'appuyer et elle le fait pas. Donc j'aimerais que les personnes qui me lisent retiennent ça, qu'en fait on n'a pas besoin de tout porter tout seul. Et que on a des proches, ils sont là pour ça, et c'est ce que j'ai appris moi-même aussi. Ils sont là pour ça en fait, pour nous aider, et c'est normal parce que nous aussi il y a des fois on les aide et jamais on se dit mais non je vais pas l'aider parce que nanana il ou elle est faible, pas du tout. Et une autre chose aussi que j'aimerais qu'ils apprennent, enfin que les personnes retiennent, c'est que il n'y a pas des personnes foncièrement mauvaise ou foncièrement bonne, qu'on n'est pas tous soit bons soit mauvais, qu'en fait il y a juste des fois où même les personnes bonnes elles vont faire de mauvaises choses, mais du coup où tout se joue c'est pas quand on fait une mauvaise chose, c'est après. Ok, j'ai posé de mauvaises actions, mais du coup c'est quoi la suite? Et du coup j'aimerais que on retienne ça de son roman. Génial, génial, génial et génial. Donc nous allons passer à la 4e, l'avant-dernière rubrique, où l'auteur va nous faire l'honneur de lire un petit extrait de son livre. Plique. Je cligne des yeux. Une goutte glisse le long de ma joue. Elle tombe, minuscule, et pourtant si présente dans ce silence écrasant. Mon crâne pulse. Chaque battement de cœur enfonce une dague dans mes tempes. Et malgré la douleur, je n'échappe pas au bruit presque imperceptible de la sueur qui dévale mon front pour s'échouer dans le creux de mon cou. Pour la première fois, je comprends ce que ressent une proie, une vraie. Celle prise entre les griffes d'un prédateur. Pas un frisson d'adrénaline dans un film. Pas une peur feinte, non. La terreur nue, désemparée, piégée, lassée, résignée face à une mort inévitable. Peut-être qu'avant la fin, elle pense aux siens, à ses petits laissés derrière elle pour une simple chasse, à ses amis croisés dans la matinée à qui elle n'aura plus jamais l'occasion de sourire. Je me surprends à espérer qu'ils vont bien, que personne d'autre ne paiera pour mes erreurs, parce que moi, je l'ai cherché. Je me suis jetée dans la gueule du loup, pas elle. Elle a été prudente, juste pas assez rapide. Moi, j'ai été stupide. Et aussi étrange que ça paraisse, je suis presque soulagée que ce soit moi, pas eux, pas quelqu'un d'innocent. Il y a encore 2 jours, j'étais convaincue que tout finirait bien. 3 mois plus tôt, j'aurais ri si on m'avait prévenu. La vérité, je n'ai rien vu venir. La laine rêche de mon pull me brûle sous les bras, j'ai envie de l'arracher. Mais la douleur lancinante dans mes côtes me rappelle que ce n'est pas la priorité. La pilule est amère, mais je dois la gober. Si je suis ici, ligotée dans une grange au milieu de nulle part, c'est ma faute. Oh bien sûr, il y a lui, ce malade, mais c'est moi qui ai ignoré les signes, moi qui ai cru que je pouvais m'en sortir seule, moi qui ai joué et perdu. J'ai commis des erreurs, j'ai fait des choses que je regrette, posé des questions là où j'aurais dû me taire, mais jamais, jamais je n'aurais imaginé que ça finirait ici. Avec pour seule bande-son le grincement d'un aiguiseur de lame et son propriétaire. Et pourtant dans ce chaos, une pensée absurde me traverse. Je donnerais tout pour un dernier pumpkin spice latte, même celui trop sucré, trop amer de chez Saul. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous avez vu, permettez-moi d'utiliser l'expression, le goût du suspense dans ce prologue, qui j'espère va vous donner envie d'aller acheter le livre quand même, n'est-ce pas? Merci pour cet extrait. Merci à toi. Et nous allons passer à la dernière rubrique du tac au tac. RL Sona, dis-nous, est-ce que tu écris plutôt en pyjama, en robe chic ou en mode survie? En mode survie. En mode survie. C'est quoi le mode survie? Le mode survie, c'est je suis en jogging, sweatshirt, mes mitaines parce que j'ai toujours froid aux mains. Wow. Et voilà, pas de maquillage. Voilà, je suis devant mon bureau ou sur mon canapé avec une tasse de thé.
Mode survie. Quel est ton pire cauchemar d'autrice? Ça m'est arrivé. C'est que tout se supprime. Enfin, que tout mon texte, mon dernier... C'était pas tout, mais le dernier chapitre que j'avais écrit, je crois que j'étais au chapitre 16, tout s'est supprimé. Wow. Enfin, et aucune sauvegarde. Punaise. Ça m'a bloqué pendant un mois, je pouvais plus écrire. Oui, tu m'étonnes. Waouh. Oui, c'est vraiment mon pire cauchemar. Tu écrivais sur Word? Oui. Ah ouais, il faut enregistrer. En plus, j'ai le tout est sur Drive et tu sais, ça s'enregistre automatiquement. Oui. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah je sais pas. Problème de connexion peut-être. Oh là là. Ça m'a bloqué pendant un mois. J'arrivais pas parce que je me dis mais ce chapitre était parfait. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai dit allez, c'est pas grave. Waouh. Et du coup, tu as recommencé? Oui, je mets juste ce chapitre parce que c'était oui. J'ai recommencé. Waouh. Et même moi j'ai une claque là quand tu dis ça. Ah oui, je suis dégoûtée avec toi. Si Marisa l'héroïne était devant toi, est-ce que tu la félicites? Est-ce que tu la gifles? Est-ce que tu pleures avec elle? C'est dur. Je sais pas. Je la gifle. Tu la gifles? Pourquoi? Je la gifle. Dis parce qu'il faut parler, il faut communiquer. Voilà. Moi je dis tout. Moi j'aime pas les non-dits. Il faut parler. Il faut parler. Oui. Est-ce que tu as dû censurer une scène dans ton livre ou pas du tout? Non. Tu as écrit comme ça, tout, il n'y a pas eu de censure, rien du tout? Non. Ok, super. Est-ce que tu préfères un lecteur qui te dit « j'ai deviné la fin » ou « je n'ai pas du tout compris la fin » J'ai deviné la fin. J'ai deviné la fin. Je préfère. Tu préfères? Moi, je préfère la clarté à la... Moi, j'aime tout ce qui est clair. Donc, oui, je préfère qu'ils devinent, qu'ils me disent « mais si, t'es quoi le but ?» Oui, tout à fait. Est-ce que tu as vu ton héroïne comme une héroïne vulnérable ou plutôt dangereuse? Vulnérable. Okay. Et une dernière question. Le silence, est-ce que toi tu le vis bien? Ou est-ce que tu en as peur? Non, je le vis bien. Je le vis bien. J'aime bien le silence. Ok, super. Est-ce que toi tu as une question à poser? Après avoir lu ce roman, oui. Quel conseil, parce que tu coaches des auteurs, autrices aussi en écriture, quel conseil tu pourrais me donner? Parce que voilà, tout est perfectible, on peut toujours s'améliorer. Un conseil. Waouh, là tout de suite, là franchement, moi je trouve que le livre a été tellement bien écrit. Alors il y a une partie sur comment il s'appelle, le couple Charles Sullivan et Zola. Peut-être revenir sur cette partie-là. Oui. Mais franchement, pour moi le livre a été bien écrit. Alors peut-être la longueur, ouais, s'il faut vraiment titiller, mais là vraiment titiller, ce serait peut-être la longueur. Après c'est la longueur un peu des romans, ça peut-être faire long pour certaines personnes, mais franchement pour moi le roman je peux dire le mot parfait. Waouh. Voilà. Permettez-moi, on voit qu'il y a du travail qui a été fait. C'est pas pour te jeter les fleurs. Il y a du travail qui a été fait. Il y a de la recherche. Et tout à l'heure, tu nous as donné des références par rapport à des auteurs que tu suis, des méthodes que tu as apprises. Donc, on voit vraiment qu'il y a ce travail qui est fait. Franchement, moi, j'ai kiffé lire ce livre. Merci. Et voilà quoi. Merci beaucoup. Ouais. Bon, on arrive à la fin de l'émission sur cette belle note. On a pris plaisir à discuter. Merci d'avoir participé et d'avoir été là pour nous parler de ton roman. Merci pour l'invitation Avec et plaisir. pour ta patience. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, n'hésitez pas de liker, de commenter, de poser des questions parce que, comme on l'a dit, il y a un tome 2 qui arrive. Peut-être qu'elle répondra à ces questions-là dans le tome 2, on ne sait pas. Allez-y suivre RL Sona sur les réseaux sociaux, donc rlsona.autrice sur Instagram. Allez-y acheter le livre sur Amazon. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une
un prochain numéro de Confidence d'auteur. Bientôt.